Oui, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Effectivement, nous entamons aujourd'hui avec Pierre Palmade notre, je crois, septième saison de Mots en scène, ce qui commence à faire, puisque à raison de 6 par an à peu près, je vous laisse faire le calcul, on a quand même réuni ici un corpus assez substantiel de la création théâtrale française de nos jours. Alors, avant que de commencer non pas cet interrogatoire, mais peut-être cette conversation avec Pierre autour de ses œuvres, multiples et nombreuses, je les ai là, vous les voyez. Je voudrais simplement rapidement évoquer quelques ouvrages consacrés au théâtre qui viennent de paraître. Et on a pris cette habitude, je pense qu'elle n'est pas complètement inutile. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, les ouvrages en question figureront sur le site de la SACD si vous avez envie de vous y reporter. Alors, je m'empresse de vous dire que je vais faire ça rapidement, mais comme nous commençons la saison à la mi-novembre, un petit peu plus tard que d'habitude, il est paru beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'ouvrages remarquables dont je vais vous dire un mot comme ça, pour peu qu'on m'y autorise. Voilà. Euh, oui, on n'a plus besoin. Alors, rapidement, Colline Serrault, nous la recevons ici même au début du mois de décembre. Elle vient de publier à l'instant, vraiment ces jours-ci, chez Actes Sud, un livre qui est une sorte de bilan, de témoignage, de déclaration d'amour, de réflexion en tout genre, qui est un livre très joliment fabriqué, illustré, mis en page, et qui vient de paraître chez Fayard. On aura évidemment, pardon, chez Actes Sud, on aura l'occasion d'y revenir lors de sa présence. Tout récent, aux éditions Gallimard, un bouquin étonnant qui s'appelle Les Loges du français. Son titre dit ce dont il s'agit. La Comédie Française a confié à un photographe le soin précisément de prendre en photo la plupart des loges des acteurs qui forment cette troupe, donc une bonne soixantaine d'entre eux. Et le livre est amusant dans la mesure où les photographies se succèdent avec un numéro. Et on ne dit pas d'emblée de quel pensionnaire ou de quel sociétaire il s'agit. À la fin, vous retrouvez tout ça et on constate effectivement que le caractère de ces comédiens et comédiennes, que l'on connaît sur scène en tout cas, se reflète assez dans leur manière de décorer ou de mettre en évidence ce lieu où ils passent tellement de temps. C'est à ma connaissance un des premiers ouvrages sur cet aspect méconnu de la vie théâtrale que sont les loges. Notre cher Macha Makeyev publie toujours chez Actes Sud un texte Zone Céleste qui est une réflexion sur ce personnage qu'elle a mis en scène récemment à maintes reprises, qui est Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. On sait que tout ça est une source d'inspiration très forte pour Macha. Elle en a tiré un très joli petit livre également publié chez Actes Sud. Alors dans un tout autre genre, pour les plus érudits d'entre vous, un bouquin qu'on ne lit pas comme un roman parce que on ne peut pas dire que ça en soit un, c'est cette grosse chose parue chez cet éditeur méritoire qui s'appelle Champion et qui publie des textes d'érudition. En l'occurrence, il s'agit, tenez-vous bien, de l'œuvre de critique théâtrale de Théophile Gautier. Je pense qu'aucun d'entre nous n'ignorait que Théophile Gautier, bien sûr, avait été un éminent critique. Mais tenez-vous bien, ce que j'ai entre les mains, qui va faire 700 pages, ce n'est que le 12e volume des œuvres critiques, à 800 pages, de ce Théophile Gautier. Alors évidemment, c'est plus un document qu'un livre à lire comme cela, mais on s'aperçoit de ce qu'était à son époque, là ce sont les années 1850, qui étaient les grandes vedettes de la scène française. Je parle des auteurs, puisque nous sommes ici à la Maison des auteurs. Eh bien, le plus grand nom, celui qui est le plus révéré et admiré, c'est Alexandre Dumas fils. Vous voyez que la postérité a fait son choix dans tout ça. Très bonne bio du grand Jean-Pierre Mariel qui nous a quittés il n'y a guère par Stéphane Coquelin aux éditions du Rocher. Je ne lui ferai qu'un reproche, c'est que c'est tellement détaillé que ça en est presque un peu exagéré. C'est-à-dire qu'on connaît la vie de Mariel quasiment tous les jours, on a son emploi du temps quotidien. Il y a des gens que ça passionne, d'autres peut-être que ça lassera. Mais sur ce bonhomme formidable qu'était Mariel, ce livre est désormais une référence. Et je termine avec Cobert, que nous recevions ici même il y a 2 ans, dont vous savez qu'il présente dans les jours qui viennent une nouvelle série de représentations au théâtre du Rond-Point, avec un inédit qui s'appelle Namur 2, qui figure dans l'édition de ce texte, paru tout récemment aux éditions Joël Losfeld. Le théâtre de Zeller, les 3 pièces les plus connues de Zeller, que lui aussi nous accueillions il y a 2-3 ans, Le Père, le Fils, la Mère, paraît en un volume chez Gallimard. Et puis ce livre extrêmement émouvant que Bulogier a concocté avec notre consoeur de Libération Anne Diatkin, grande spécialiste du théâtre, et qui est une réflexion. Et ça s'appelle J'ai oublié, c'est exactement le contraire bien sûr, puisque
Ce sont les souvenirs de cette comédienne absolument hors du commun, y compris bien sûr dans des dimensions, je dirais, presque autobiographiques. Il est beaucoup question de sa fille. Vous connaissez la collection Folio Théâtre chez Gallimard. Le dernier volume paru à l'occasion d'une reprise au Théâtre du Vieux-Colombier, c'est L'heureux stratagème de Marivaux. Très bonne collection que je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter davantage. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses parues depuis cette rentrée. Pierre Palmade. Ah oui, il était temps, hein. Je sentais qu'il s'impatientait. Pierre Palmade. Alors, ce que nous faisons ici, c'est que on va passer d'une de vos œuvres à une autre, dans un ordre plutôt chronologique, parce qu'au fond c'est commode, tout ceci figurant bien sûr dans la bibliothèque remarquable de la SACD, chez qui j'ai emprunté ce tout petit paquet. Vous voyez ça, hein? Ça c'est une partie, mais ce n'est pas la totalité de l'œuvre de Pierre, c'est une partie. Je n'ai pas jugé bon que l'on s'attardât sur À table, c'est-à-dire l'adaptation de par vos soins d'une pièce de Marc-Gilbert Sauvageon, Très à table, pardon, qui est un classique d'ailleurs de la comédie. Et j'aimerais qu'on commence, si vous le voulez bien, avec Pièce montée, parce que ça va nous permettre, entre autres, d'évoquer la grande figure majeure de Jacqueline Maillan, qui en a été l'interprète. Pièce montée a été créée en décembre 91 à la Comédie des Champs-Élysées. C'est un monologue, et la pièce, le monologue en question, est tenu par Maillan. Est-ce que vous voulez bien nous dire dans quelles conditions vous avez, vous ou je ne sais qui d'ailleurs, était-ce vous, était-ce d'elle que les choses venaient? Parlez-nous de Jacqueline Maillan, votre interprète dans cette quasi première pièce. J'ai 8 ans, je suis à Bordeaux, je suis un enfant qui regarde une émission qui s'appelle Au théâtre ce soir. Et le jour où j'ai vu une pièce avec Jacqueline Maillan, j'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Voilà. Et c'est devenu mon idole. Oui. Et à 20 ans, je décide de monter à Paris et de rencontrer Muriel Robin, qui n'était pas connue, mais qui ressemblait à Jacqueline Maillan. Je me dis, je ne pourrais pas avoir accès à Jacqueline Maillan, elle est trop connue, mais j'ai plein d'idées pour Muriel Robin. Et on a écrit des sketchs qui ont été cultes et qui sont devenus très célèbres avec Muriel Robin. Et on disait de Muriel Robin, c'est la nouvelle Maillan, c'est la nouvelle Maillan. Tant et si bien qu'un jour, Jacqueline Maillan a appelé Muriel Robin en disant « Bonjour, je suis l'ancienne Maillan. Je vais venir vous voir. » Et puis Jacqueline Maillan est venue voir le spectacle de Muriel Robin, elle a été sidérée. Et elle s'est renseignée sur le co-auteur. Et moi, 5 jours plus tard, je reçois un message sur les répondeurs à bande de l'époque. Il y avait « Bonjour, c'est Jacqueline Maillan. Il paraît que vous m'aimez bien. Moi aussi, rappelez-moi. » Je l'ai écouté 20, 15, 30 fois. Et je suis allé chez elle. J'ai été tout intimidé. Elle me dit « Vous écrivez bien. Moi aussi, je vous aime bien. » Elle me dit « Est-ce que vous avez une idée de pièce pour moi ?» J'en avais pas. Et je lui dis « Oui. » Parce qu'on ne dit pas non. Je lui dis « Laissez-moi juste une nuit pour la mettre au propre. Et je vous en parle demain. » Et le lendemain, pendant la nuit, j'avais trouvé la pièce, l'idée de la pièce. Et elle dit « D'accord, ok. » Alors qu'elle avait une pièce de Balasco qui était toute prête, elle l'a reculée pour jouer ma pièce qui n'était pas encore écrite. Mais Jacqueline Maillan n'en revenait pas qu'un jeune homme de 22 ans l'admire à ce point-là. Elle pensait que son public vieillissait avec elle et qu'un gamin soit fou d'elle, soit fan d'elle. Elle m'a laissé carte blanche et elle m'a laissé écrire une pièce qui, à mon avis, était très fragile parce que j'avais 22 ans et je ne pouvais pas écrire une pièce profonde sur une femme de 69 ans. Mais voilà, avec des petites techniques de sketch comme ça, elle a joué ma pièce tous les soirs. Et même si je m'en souviens, je me demande si ça existait, parce que rencontrer son idole à ce point-là, vous commencez à 20 ans votre vie comme ça, il ne peut plus rien vous arriver. Et Jacqueline, un jour, on m'a dit qu'elle était partie, je n'ai pas compris. En fait, ça voulait dire qu'elle était morte. Elle avait arrêté de jouer la pièce 2 jours avant, parce qu'elle était cardiaque. Donc elle est morte en jouant ma pièce. Et je suis très fier
d'avoir été le dernier auteur, Bien sûr. le dernier auteur de Jacqueline Oui. Maillan. Oui, elle a disparu en mai 92, donc juste après, après avoir créé cette pièce. Et si vous voulez bien, Pierre, j'aimerais que vous nous lisiez le début. Je l'ai mis entre crochets, le passage qui me paraît bien. C'est ce que nous faisons souvent, c'est-à-dire que souvent je demande aux auteurs, ou moi-même je lis le début, c'est-à-dire que nous nous mettons dans la situation du spectateur qui découvre quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il va écouter. Ça évite comme ça les résumés des épisodes précédents. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu de Jacqueline Maillan, qui rajoutait plein de choses. Elle faisait, oui, bon, bah, d'accord, oui, bon, on va le faire comme ça. Ah, mais oui, mais non. Et moi, j'avais noté dans cette pièce tous les petits trucs que d'habitude elle rajoute. Il y avait des, oui, bon, ben, d'accord. Non. Elle me dit, mais Pierre, mais comment je joue ça? Je dis, mais Jacqueline, vous le faites dans Potiche. Elle dit, mais oui, mais ça, je rajoute. Il me dit, j'ai plus de place. Et donc, elle était prisonnière de tout ce que d'habitude elle rajoutait. Elle voulait que je lise à partir du début, les 2 premières pages. Alors, Jacqueline rentre toute seule dans son appartement. Et juste avant qu'elle rentre, il y a un répondeur de l'époque qui se déclenche et on entend la voix de Jacqueline Maillan sur son répondeur qui fait « Bonjour, vous êtes bien chez Françoise Lumière ?» Mais pourquoi ça clignote cette affaire? Bon, je ne sais pas, là pour le moment. Mais laissez-moi un message après le bip. Je ne sais pas comment on l'envoie d'ailleurs. Et moi, je vous rappelle dès mon retour. Bon, bah j'ai tout dit. Hein. À bientôt. Bip. Le signal retentit encore une fois. Et une voix d'homme. Allô Françoise, t'es là? C'est Pierre à l'appareil. Françoise, c'est moi. Si tu es là, réponds s'il te plaît. Et Françoise saute sur le répondeur, mais ne sait pas comment l'arrêter. Tu es là? Oui, je suis là. Allô? Non, mais qui me parle? Françoise? Non, je te reçois. Je vois pas bien où vous êtes là. Bah, tu es derrière ton répondeur où tu es réellement sorti. Ah, je suis bête, le répondeur. Oui, je suis là, voilà. 1 minute, j'arrive, voilà. Elle essaie d'appuyer sur tous les boutons. Elle pose son cabas. Bon, bah, t'es sorti, fait la voix du répondeur. Tant pis. Et elle fait non, je suis là, mais je sais pas comment couper le répondeur. Voilà. Écoute, c'était Pierrot, je te rappelle pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et il raccroche, il fait merde. La voix fait je rentre de vacances mardi. Il fait oui, d'accord. Appelons-nous. Oui. Allô, Pierrot? Et puis il a coupé. Françoise a fait. Ben, il a raccroché. Je ne sais pas comment on fait marcher ce foutu répondeur. Je ne peux pas le rappeler, je ne sais pas où il est. Je mène une vie d'enfer depuis que mon fils m'a offert ce répondeur. Bonsoir à la personne publique. Écoutez, là vraiment, je suis un peu de mauvaise humeur, mais franchement, c'est pas le moment, ce genre de truc. J'ai 13 invités qui arrivent dans une demi-heure. Je ne suis pas prête. La table n'est pas prête. Il n'y a rien qui est prêt. Mais vous restez. Hein, vous ne me dérangez pas du tout. Alors, quand ton répondeur débranché, jusqu'à nouvel ordre. Non, mais je ne vais pas me laisser embêter par une machine. Non, allez, saloperie, elle le lance dans la poubelle. Alors, passons aux urgences. Et c'est là que je vois que je n'ai pas trop l'habitude de recevoir, parce qu'il a fallu que je redescende pour acheter tous les petits trucs auxquels on ne pense pas, et qui sont indispensables si l'on veut que les convives soient contents. Je vois, c'est bête. Je n'avais qu'un cendrier chez moi. Bon, forcément, je vis seul, hein, et en plus, je ne fume pas. Bon, d'accord. Or, admettons qu'un Français sur 2 fume. 12 de mes invités sont français. Il y a un Hollandais, mais je ne peux pas le prendre en compte. Vous voyez? D'autant que je ne connais pas la moyenne dans son pays. Bon, ça me faisait donc 6 convives fumeurs. Donc, j'avais un cendrier, donc j'en ai acheté 5. Voilà. Voilà, 3 et 3, 6 et 3, 9. Il m'a mis 9 cendriers. C'est idiot. Avec le mien, ça fait 10. Eh ben, c'était bien la peine que je fasse tous mes calculs. J'en ai méfié. Je ne me suis pas douté. Il avait la tête de quelqu'un qui a réussi une arnaque. 20 ans de détective privé. Hein, je me suis fait avoir comme une bleue. Alors,
première pièce, premier monologue. La forme théâtrale dans laquelle vous vous lancez, c'est le monologue. Ben, je connais que cette façon-là, c'est une personne seule sur scène. Ouais. Mais pour Jacqueline Maillan, je voulais que ce soit une pièce et pas une suite de sketchs comme pour Muriel Robin. Et j'avais eu l'idée d'une femme qui attend ses invités pour son anniversaire. Et la première demi-heure, elle les attend. Et au bout d'un moment, ils ne viennent pas. Et pendant 1 heure, ils ne viennent pas. Elle ne comprend pas pourquoi. Et elle va en profiter pour parler d'eux, un par un. Et en fait, elle s'est gourée d'heures d'été. Du coup, c'est normal, ils arriveront qu'1 heure plus tard. Mais elle en a profité pour raconter sa vie à travers ces personnages qu'elle attend. Et aujourd'hui, j'aurais voulu l'écrire d'une manière beaucoup plus profonde. Pourquoi profonde? Parce que j'ai écrit une suite de petites choses drôles, où elle est agacée, elle a un coup de fil, elle dit une petite saloperie sur sa belle-fille, et j'aurais voulu qu'on voit une femme qui se demande si ses invités vont venir et que le public se demande si elle a des amis. J'aurais voulu aller plus loin. C'est le sujet du bal d'Irène Nemirovsky, vous vous souvenez de cette histoire? Non, c'est le mien. Oui. Nemirovsky, la différence, c'est que c'est un complot. C'est-à-dire qu'une fille qui s'est brouillée avec ses parents, qui s'est fait engueuler, va faire en sorte que les invitations n'arrivent jamais. C'est une cruauté absolument terrible. Autre pièce, alors celle-là, c'est une pièce à 2 personnages qui s'appelle « Ma sœur est un chic type » que vous écrivez avec Dominique Lavanant et qui est créé au Théâtre de la Renaissance, peu de temps après d'ailleurs, en 1993, et qui commence par une scène de cuite assez mémorable. Peut-être est-ce qu'on pourrait s'y risquer? À l'époque... Lavanant d'ailleurs, votre association avec Lavanant, comment ça s'est trouvé? Parce que, ayant écrit pour Jacqueline Maillan, qui était la reine du boulevard, toutes les femmes drôles voulaient que je leur écrive une pièce. Et Lavanant m'a demandé de lui écrire une pièce. Je ne savais pas que c'était une femme très méchante. Donc j'ai dit oui. Mais donc Dominique Lavanant m'a dit écris-moi une pièce. Je lui ai écrit une pièce. Elle a juste corrigé les fautes d'orthographe et donc elle a estimé qu'on pouvait coécrire. Point de suspension. Non, mais j'en dirai du mien tout à l'heure, si j'ai le temps. Mais non, mais elle est très très drôle. Et de toute façon, je pardonne tout au talent. Et Dominique Lavanant a joué avec moi, elle a joué ma sœur, qui est devenue mon frère. Oui. Donc ma sœur est un chic type que je jouais en duo avec elle. Et alors, c'est ça commence où? Oui, donc elle se réveille. Elle est toute seule dans son appartement, Dominique Lavanant. Elle a très 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 mal à la tête. Elle dit où j'ai mis le beurre. Elle le cherche. Après elle dit où j'ai mis le frigo. Elle explore la pièce et la porte se ferme derrière elle. Et elle appelle sa concierge pour qu'on lui rouvre sa porte. Elle dit Madame Pigeon, je vais vous faire rire, je me suis encore enfermée à l'extérieur. Vous pouvez me lancer mes clés, s'il vous plaît? Voilà, donc elle re-rentre et elle dit c'est décidé, j'arrête l'alcool. J'ai la couronne de la reine d'Angleterre sur la tête, plus Buckingham Palace. Pendant 1 mois, je demande pardon à mon corps. Ah là, pour analyser mon foie, il faudra le piper, je pense. J'aurais plus vite fait de m'inciser le crâne et de vider directement le tube du ça-dedans. Le téléphone sonne et là elle appelle, elle a une amie au téléphone et elle dit à son amie, voilà, pardon, excusez-moi, voilà. Allô Marie, c'est moi Claude c'est Lavanant. Claude, je t'en supplie, parle-moi fort, j'ai 2 enceintes de 3000 watts à la place des oreilles. Est-ce que tu peux me raconter ma soirée d'hier, s'il te plaît? Parce que là, c'est le noir total. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un petit peu forcé sur la tequila. Ah, j'ai beaucoup forcé sur la tequila. Bon, je comprends mieux. Et j'ai pas dit trop de bêtises, au moins. Hein? J'ai flirté avec Martin. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Solange? Elle est partie. Et merde.
l'ambiance qu'il va y avoir ce soir au cabaret ce soir. Attends. Martin, tu me dis? Mais moi, j'ai le vague souvenir d'avoir fricoté avec Christophe. Ah, aussi? Après? Ah oui, c'est dramatique, faut que j'arrête de boire. Hein. Mais me laisse pas faire, toi aussi, quand tu me vois dans des états pareils. Et qui c'est qui m'a raccompagné? Qui c'est ça, Jérémy? Quoi, la blonde, c'était un mec? Moi qui lui ai dit mademoiselle toute la soirée. Je trouvais qu'il avait un petit air de la Vartan. Toi aussi, hein? Ça vaudrait le coup de lui faire passer une audition. Alors je sais, Maïté, je sais, je me suis planté dans mon numéro de Chantal Goya. Tu oublies que j'ai repris le rôle au pied levé et que j'ai pas eu le temps de le bosser, c'est tout, voilà. Et attends. Pendant que je me piquais la ruche, Georges-Éric m'attendait à l'échalote. Georges-Éric, de Roland de Fréjus. Mais bien sûr que je continue à le voir, c'est un garçon charmant. C'est un monsieur charmant. Et puis moi, la particule, ça m'excite. Ah non, c'est pas vrai, il est pas moche. Il est pas moche. Il est pas terrible, je suis d'accord. Mais intérieurement, il est très riche. Et extérieurement aussi. Et vu l'état de mes finances, je peux pas me faire la difficile. Et puis qu'à 42 ans, j'ai le droit de penser au mariage, non? Alors, Madame Georges-Éric de Roland de Fréjus, ça sonne bien. Si, ça sonne bien. Si, ah, ça sonne à la porte. Voilà. Et là, c'est moi qui arriverai. C'est moi qui arriverai parce que on m'a dit beaucoup de bien de mon frère. Mes parents m'ont pas dit que j'avais une sœur, dont ils ont honte parce qu'elle est alcoolique. Ils m'ont dit que j'avais un frère formidable. Et je sonne et je viens voir mon frère. Donc ma sœur est bien embêtée. Oui, d'autant que le frère est précédé d'une légende. C'est un héros. Il a tout fait, il a tout réussi. C'est une sorte de superstar, etc., qui bien sûr n'existe pas. Vous avez compris qu'il n'existe pas. Et que tout ça, bien sûr, va justifier des explications. Voilà, et comme Lavanon travaille dans un cabaret de travesti, pour que je croie que j'ai un frère, elle va revenir déguisée en Elvis Presley pour me faire croire que j'ai un frère. Voilà. Alors, on va en venir à quelque chose évidemment d'essentiel dans votre œuvre, qui sont les travaux que vous avez menés conjointement avec Muriel Robin et Michel Larocque, qui sont des choses que vous reprenez d'ailleurs assez régulièrement, et qui ont été créées en 1996. Alors d'abord, je voudrais que vous nous disiez comment vous êtes arrivé à cette collaboration à trois, qui est au fond assez rare. La collaboration à deux au théâtre, c'est absolument classique, et notamment dans la comédie, on l'a vu 100 fois, y compris, vous citiez Potiche, Barrier, Grédy, etc. Mais à trois, avec une espèce d'association par deux, chacun jouant son rôle et ayant sa personnalité, ça c'est beaucoup plus rare. Comment ça s'est passé, ça? Mais Muriel et moi? Oui. Puis Michel Larocque. Ah, puis Michel Larocque. Muriel, donc comme je vous l'ai dit, je l'admirais parce qu'elle ressemblait à Jacqueline Maillan. On a écrit on s'est rencontrés un soir et le lendemain soir, on écrivait tous ses sketchs. L'addition, le noir, le répondeur, tout. On s'est reconnus. On ne se connaissait pas, mais on a écrit ensemble. Et comment ça se passe quand on écrit ensemble? Je dois vous dire qu'on recevait Muriel Robin il y a exactement 1 an, ici même, et que moi, ça m'intrigue énormément, la collaboration de deux sensibilités pour aboutir à quelque chose qui a l'air d'être tellement fondu, tellement partagé et tellement complice qu'on en est assez émerveillé. Elle nous a donné son explication et sa méthode, qui est la vôtre, effectivement. Racontez-nous ça, parce que même si on l'a entendu de la bouche de Muriel, c'est bien de la réentendre. Muriel, qui est un clown incroyable et une comédienne incroyable, qui sait improviser. Moi, j'avais plein d'idées à l'époque, et il suffisait que je lui donne l'idée d'un sketch, d'une situation, et tout d'un coup, elle l'improvisait, et ça devenait génial. Je lui dis, ça serait bien que tu dînes avec des amis et qu'il y en a une qui ne veut pas payer l'addition et que ça foute le bordel. Et ça, c'était parti. Ça serait bien qu'il y ait une femme qui soit catastrophée parce que sa fille épouse un noir. Et hop, elle me le faisait. Elle pleurait dans la cuisine, on pleurait de rire. Je lui donnais une situation et elle faisait. Puis dès qu'elle s'essoufflait dans l'improvisation, je lui relançais des idées. C'était vraiment un ping-pong incroyable. Mais ça l'est toujours? Non, on s'est un peu perdu de vue, on écrit moins de sketchs. Et puis on a chacun eu son propre humour maintenant.
Avant, on avait on avait la moitié d'un même humour. C'est-à-dire que vous avez une idée de scène, Oui. vous l'écrivez ou vous la lui Non, racontez je lui dis. et elle va improviser. Tout à fait. Je lui dis, ça serait drôle qu'une femme, avant de sortir le soir, elle n'arrive pas à choisir entre deux vestes. Et tout d'un coup, Muriel va prendre deux vestes dans sa penderie et elle va les essayer pendant une demi-heure. Et moi, je vais hurler de rire et ça va devenir le sketch de la veste. Qui écrit matériellement? Qui tient la plume? C'est Muriel. Ouais. Parce que comme ça, je peux réfléchir et aller plus vite. Moi, je marche. Et puis elle recopie comme elle peut derrière l'ordinateur. Elle nous disait que vous pouvez faire ça n'importe où et à tout moment. Oui. Et que ça va très vite et que ça n'est pas aussi... c'est une femme formidable. Elle nous disait que nous, on est admiratifs de tout ça. Ça nous fait hurler de rire. On a l'impression que c'est extrêmement concerté. Oui, ça va vite, vous savez. On fait très très vite. On ne s'attarde pas, ça vient tout seul. Et puis voilà. C'est toujours si elle considérait que c'était un travail. On s'en est un, Quand bel et on a bien. l'idée, quand on a le personnage, Ouais. quand on voit le salon de coiffure, d'abord elle me lâche pas. Parce que moi, des fois, j'aurais bien voulu partir pendant l'écriture pour aller en boîte de nuit. Elle dit non, on n'a pas fini d'écrire. Et donc, on écrivait vite. On s'était trouvé, quoi. Ouais. Et puis, on avait des bonnes idées. On va s'arrêter sur le premier des sketchs de cette première partie donc d'un ensemble et qui s'appelle, enfin, tout le monde a en tête certainement encore cette affiche. On va peut-être lire le début. Je ne veux pas vous accabler, hein, Pierre, parce que c'est bon, mais en même temps, c'est bien de retrouver tout ça, de se replonger là-dedans. Vous les avez encore en tête, tous ces sketchs, entre parenthèses? Certains, oui, bien sûr. Vous pourriez les jouer ou comme ça, ou il faudrait que vous répétiez? Non. Mais Je ne vais pas vous le demander. Mais des fois, il y a des gens qui me les jouent et je ne les reconnais pas tout de suite. Et ça m'impressionne. Alors on continue. Alors là, vous me faites lire quoi? Le tout premier, qui est le mariage qui ne se passe pas bien d'ailleurs, hein, à la mairie, quand elle dit non. D'accord, c'est ça, elle dit non. Oui. Mais après, il y a Stockholm que j'aime énormément aussi, qui est alors carrément du tas de boulevard, mais c'est un concentré formidable. On peut aussi prendre Stockholm, c'est celui qui suit. Vous savez, au téléphone, ils sont chacun... voilà. On va y venir après. On va rester sur le... oui, non. Donc, le mari. Bon, Delphine, je peux savoir pourquoi tu viens de répondre non? Elle. Parce que j'avais pas bien compris la question du maire. Tu te fous de ma gueule? Oui. Ah, bah là, tu dis oui. Comme quoi tu peux le dire, oui. Hein, c'est pas que tu aurais une malformation que j'aurais pas vue pendant cette année de vie commune. Delphine, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Ah bon? Eh ben, si les 10 autres fois, elles ont dit oui, tant mieux. Le groupe. Alors? Moi, oui, on arrive, tout va bien. Elle n'avait pas compris la question du maire. Elle. Non, mais tu peux pas comprendre. Et puis c'est trop tard, j'ai tout gâché. Et puis j'ai mal aux pieds. Moi, je veux qu'on rentre à la maison, tous les deux. S'il te plaît, François. Oui. Bah oui, je vais envoyer tout le monde, oui. Bien sûr. Ma mère, sa robe à 6000 balles, elle la mettra demain. Parfait pour voyager, surtout la Capeline. Simplement, alors un petit servi pour ma grand-mère. J'aimerais bien qu'elle dorme dans le salon. Parce que les 9 heures de train, je voudrais pas lui recoller tout de suite dans les dents. Je passe juste un petit coup de fil au traiteur pour les 200 couverts. Hein. Annuler 1 heure avant, je pense que c'est correct. Pour mes potes, qu'est-ce que je leur dis? Eh ben, tu leur dis qu'on est crevé, qu'on n'a plus envie. Qu'on rentre à la maison, qu'on se fait un petit plateau de télé. Comprendront. C'est des amis ou c'est pas des amis? Bon, attends, la Delphine, il faut que tu te reprennes. On va se calmer. Et surtout moi. Bon, je vais juste refaire un petit topo de la situation. C'est donc un mariage. Hein? La mairie est remplie de Duroc et de Talaron. Si tu reconnais les noms, c'est pas par hasard, c'est toute ta famille et toute la mienne. Et il ne faut pas se mentir, s'ils sont tous cassés le cul à s'endimancher pour se retrouver à la mairie de Cavaillon, c'est pas uniquement pour bouffer du melon. Est-ce que tu trouves que j'ai assez bien résumé la situation ou il te manque des détails? Elle, je savais bien que ça ferait des histoires. Mais ça fait pas des histoires. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est toi qui fais des histoires. Alors? Oui, tout va bien, 2 secondes. Elle est aux toilettes.
Et elle, ça certainement pas, je suis toute nouée. Oui, bon, bah, fais-nous grâce des détails. Oui, bon, on voit bien que c'est pas toi qui te maries. Hein. Delphine, souffle un bon coup, je te jure, tu sais plus ce que tu dis. Hein. Tu tiens toujours à moi. Tu as toujours envie de te marier. C'est pas la question. Si, en gros, c'est la question qu'il vient de te poser, si. En plus, il est moche, mais on dirait un hamster. On s'en fout. C'est pas lui que t'épouses. Et puis sur Cavaillon, il y avait que sa commère. Allez, hop, tu te redonnes un coup d'éponge, et puis on y retourne. Alors moi, j'aime beaucoup Stockholm, comme je vous l'avais compris. Le sketch... C'est un sketch très, très, très sexuel. Ça, oui, il n'est question que de ça, le fait est... je vais... Alors, non, mais c'est bien si vous l'assumez. Tout à fait. Revenons une seconde quand même à ça. Par exemple, Cavaillon, c'est une idée à vous? Pourquoi Cavaillon? Comme ça, c'est venu dans la conversation. Muriel a embrayé là-dessus ou... Phonétiquement, il fallait qu'ils soient en province. Ouais. Ils vont se marier à Cavaillon. On savait qu'à un moment, on allait faire rien avec le melon. Des fois, on choisit un mot parce qu'on sait qu'on va faire rire beaucoup plus tard avec. Ouais. Voilà, puis c'est drôle à dire, Cavaillon. Oui, non mais très bien. Mais vous, par exemple, là, vous avez tout d'un coup l'idée d'un couple qui se retrouve à la mairie en vue d'un mariage, et donc la femme a dit non. Vous dites ça à Muriel. C'est ça l'idée de base. C'est oui. le non au maire. Et la suite, ça vient de vos conversations. Oui, c'est ça. Ça serait drôle qu'au moment où on dit « Êtes-vous d'accord ?», elles disent « Non ». Elle se part. Et on ne sait même pas pourquoi elle dit non, et on l'a trouvée après. Parce qu'elle a oublié de me dire qu'elle était enceinte. Un petit coup de Stockholm? Non, ça vous barbe? Je veux bien le lire. Je veux bien le lire. Hein. Après tout, c'est moi qui l'ai choisi. Je vais le lire. Il est dans... Attention, hein. Il est dans une chambre d'hôtel avec une poule. Lui. Putain. Non, Rebecca, arrête. Non, Rebecca, arrête, laisse-moi. Non, je te jure. Non, il faut vraiment que je téléphone à ma femme. Oui, bah déjà hier, j'ai oublié. Non, je la connais. Si je l'appelle pas, elle va croire que je suis avec quelqu'un. Mais oui, on fera l'amour après. Mais oui, je veux d'abord la rassurer. Il compose le numéro. Oui, cuit, moi aussi. Oui, je ferai le canari tout à l'heure. Va dans le jacuzzi, je te rejoins. Sonnerie de l'autre côté. Hein? Elle décroche, cheveux ébouriffés. Allô, Marie-Caroline, c'est moi. Oh, je t'entends mal. C'est toi, Jacques-André? Oui, enfin j'arrive à t'avoir. Mais enfin, quel bazar ce téléphone. Depuis hier, j'essaie d'avoir Paris. Bon, mais alors t'es où? Eh bien, toujours à Stockholm. Je suis bloqué ici pour au moins 2 jours. Regarde vers Rebecca. Enfin, 4 jours, disons 4 jours. Oui, ou plus, si ça se trouve. Oh, mon pauvre chou. Oh, tu me manques. Je pensais tellement te voir demain. Regard en coulisses, main sur le téléphone. Léonard, comme si elle appelait un enfant, et dès qu'elle aperçoit Léonard en question, elle a un air très excité. Il en a encore pour 4 jours. Mais tu penses à moi quand même. Mais je ne pense qu'à toi, mon amour. À Rebecca. Mets du bain moussant. Elle. T'es sûr? Tu peux pas te débrouiller? Cuit. Non, je suis tributaire. C'est elle qui décide. Mais qui ça, elle? La compagnie. C'est quoi ce que j'entends et qui claque? Qui claque? Ah bah oui, t'as raison, qu'est-ce que c'est? 2 secondes, je vais voir. Allez, mais arrête ce fouet, il entend tout. Et puis moi, ça m'excite. Allô? Oui, tu sais ce que c'était? Non, tu vas pas me croire. C'est ma mère. Elle court les mouches avec une tapette. Elle est là, ta mère? Pardon. Oui, de chez elle, on n'entendrait pas. Ah, elle peut rester avec toi quelques jours. Moi, j'aime pas bien te savoir seule. Ouais, bien sûr qu'elle va rester quelques jours, hein, parce que moi non plus, j'aime pas me savoir seule. Et le soir, ça va? C'est pas trop dur? Oh si, le soir c'est dur, très dur. Mais tu sais, je suis pas là pour m'amuser. Et quel temps fait-il là-bas? Ben il fait pourri, il pleut. Ben tiens, t'entends pas? Il dirige le combiné vers Rebecca. Mets la douche. Elle en profite pour parler avec Léonard. Les menottes, va chercher les menottes. Lui, à Rebecca. Oui, je suis ton gros éléphant. Ah, Léonard, tu vas m'attacher au radiateur. Ah non, c'est moi qui mets la clé dans ma culotte. Pardon, je suis désolé. Mais ça, bon. Mais
peut-être tu veux continuer, donc je sais pas. Il est très, Parce que la scène est longue. c'est mais très dur absolument- à jouer parce qu'on jouait chacun oui. avec notre maîtresse et elle, son amant. C'est Et absolument elle se formidable. faisait fouetter. Hein. Oui, littéralement. Ça a excité beaucoup d'hommes. Ah oui. Oui, en tout cas, c'est très très drôle et bon, tout ça, bien sûr, va se poursuivre dans ce même spectacle. Mais ce qui est drôle, c'est que le premier spectacle avec Michel Larocque, on ne savait pas que ça serait le même couple. D'ailleurs, Oui. chaque sketch, les personnages n'avaient pas le même nom. Et c'est à la fin, les gens nous ont dit, oh là là, ce couple, il est incroyable. On dit, ah bon, c'est un seul couple que vous avez vu? Et on a dit, bon, ben d'accord. Et les autres spectacles, on a décidé que ça serait les aventures d'un seul et même couple. Mais on ne savait pas que, voilà, que nous deux sur scène, on représentait un couple dans lequel beaucoup de gens se reconnaissaient. Un autre sketch, mais on pourrait franchement tous les lire, ça ferait un spectacle qu'interpréteraient Muriel Robin et Pierre Palmade. Je voudrais qu'on lise Le couple homo, parce que c'est absolument tordant aussi, il faut bien dire. Il était violent celui-là. Oui. Ben oui. Attendez. On arrête où on veut, hein, mais pour Oui, donner oui, la tonalité. Oui, alors attendez, je cherche le mot. Pardon, excusez-moi. En fait, nous invitons un couple homo, un ami avocat assez âgé et un jeune qui amène un jeune Brésilien. Ils sont en couple. Donc moi, je vois ça d'un très mauvais œil. Moi, donc, on les a invités chez nous. Moi, à mon ami avocat. Et alors, Alain, je crois savoir que ta femme a pris la nouvelle un peu moins bien que nous. Bah oui, forcément. Avec ton fils, je voulais savoir, parce qu'ils ont sensiblement le même âge avec Roberto, elle. Et quel âge vous avez, Roberto? 19 años? À 19 ans, oh, le bel âge. Oui. Et Alain, 48. Dans 2 mois. Et donc, avec ton fils, ça va? Ah, ils se connaissent pas? Ah, carrément, il veut pas le voir. Ah. Par exemple, mince alors, c'est marrant qu'il n'accepte pas. Comme quoi, on peut être jeune et pas forcément accepté. C'est pour ça, mes enfants, moi, je crois qu'ils sont assez... Ouais, assez quoi? Eh ben, je sais pas, j'ai jamais entendu dire des mots comme tapette, PD, ou même homo, je crois qu'ils le disent pas. Hein, chérie? Oui, en même temps, l'aîné a 6 ans, chérie, peut-être un peu normal. C'est dommage qu'ils soient couchés. J'aurais adoré qu'ils vous voient. C'est vrai, ils en ont jamais vu. Oui, mais ils sont couchés, ça sera pour une autre fois. Ah oui, on se revoit, hein? Hein, chérie, on se revoit. Ben oui, nous, on va se revoir, puisqu'on est mariés. Mais eux, par contre, je sais pas si eux ont envie de nous revoir. Hein, sacré Alain. C'est drôle quand même, hein? Moi qui pensais te connaître de A à Z. Elle. De A à Z. T. Oh, pardon, excuse-moi. Chérie. Non, mais c'est l'Armagnac. C'est l'Armagnac. Ça m'est sorti comme ça. Il n'y a pas mort d'homme, hein? Ben oui, je crois surtout qu'on est tous un peu fatigués, hein? Et puis alors demain, tout le monde travaille. Enfin, peut-être pas Roberto, mais Alain, je crois que tu as une grosse affaire à plaider demain. Hein? Et il vaudrait mieux qu'il ait les yeux en face des trous. Voilà, allez, où tout le monde regarde ses pénates. Et la prochaine fois, Alain, on vient chez toi. Ah, chez vous? Ah, ben d'accord, alors on vient chez vous. On vous prend au mot. Allez, au revoir Alain, au revoir Roberto. Et moi, je vous fais la bise à tous les deux. Pas de jaloux. On a bien rigolé, hein, on se rappelle. Oui, attention, Roberto, vous marchez sur votre châle. Elle. Oh, écoute, ils sont charmants. Oui. Lui, le petit, il est très efféminé. Un peu meuniéré, oui, mais il est jeune. Très jeune. Plus jeune, après, c'est mineur. Alors, je m'excuse, hein, on a eu le remake de La Cage aux Folles toute la soirée. Merci bien, les deux Tarlouses. Je vous présente mon nouvel ami. Attention, Roberto, tu vas tâcher ta chemise. L'autre folasse, là, avec son châle. Chaque fois qu'il va aux toilettes, on a l'impression qu'il nous fait un défilé de mode. Le Alain, il le regarde avec des yeux, il a découvert la cloche.
Un fromage, lui, avec sa Victoria de prise unique. Non, plus jamais ça chez moi. Hein. Tu exagères tout. Enfin, je sais pas ce qu'il te faut. C'est quand même très gênant pour les autres. Ils se tiennent la main. T'as vu ça où? Moi, j'avais plus mon foutre. Bah quoi, mais nous aussi, on se tient la main. Bah, nous, ça n'a rien à voir. Nous, on s'aime. Nous, on est hétérosexuels. Nous, on n'a pas 30 ans d'écart. Aux dernières nouvelles, je suis pas brésilien. Grotesque, les deux tapioles. Ils se sont aimés, parce que là, ils s'aiment, mais après, l'épisode suivant... Le divorce. Eh ben justement. Oui, ça se passe pas... non, ils ont décidé de divorcer, et... mais de se revoir quand même. Et puis, il y a évidemment le partage des biens, puisqu'ils ne vont plus habiter ensemble, etc. Et vraiment, cette partie-là, j'aimerais vraiment qu'on s'y attache, qu'on s'y arrête un instant, le partage, que c'est peut-être le moment le plus réussi de l'ensemble. Ah oui, moi j'adore ça. Oui, moi j'adore le partage, mais j'aime beaucoup aussi le bistrot qui vient après. Oui. Et puis cette histoire invraisemblable qui est l'histoire de Noël. Mais on va y venir tout à l'heure. Ah oui. Chacun. Ça c'est, enfin, à mon avis, pour avoir lu et pris des notes sur tout ça, je trouve que c'est vraiment un de vos spectacles les plus réussis, celui-là, le numéro 2. Mais oui, moi je pense que c'est voilà. Parce qu'on savait qu'on était un seul et même couple. Alors. Ils en sont donc à partager, bien sûr, les biens qu'ils ont acquis ensemble dans l'appartement qu'ils partageaient précisément, et oui, ils vont se séparer. Pardon, je regarde s'il y a plus drôle. Bon, alors profitons-en. Bon, alors au moins pour l'été, ça va être simple. Il y en a deux. Tu prends celle de la chambre, je prends celle du salon. Je te remercie, celle de la chambre. Elle est en noir et blanc, on capte que la 3. Question de réglage. Pardon? Je dis, c'est une question de réglage. Oui, bien sûr, ça fait 3 ans qu'on essaie de la régler. Ça d'ailleurs, hein, la télé dans la chambre. C'est pas sûr que c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Hein. On peut savoir pourquoi tu dis ça? Parce que quoi? Vas-y, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Oui, ben tu vois, moi le dimanche, au lieu de regarder le foot, j'aurais bien aimé que de temps en temps tu tournes autour du pot. Très bien, je prends la télé de la chambre, tu prends celle du salon. Ça te va? Pour les télécommandes, on fait comment? Drôle. Alors, tant qu'on est dans la chambre, j'imagine que le lit, ça va être aussi un problème. C'est sûr qu'au départ, on aurait pris de les superposer, ça aurait été plus simple. Ben, moi, ça n'aurait pas changé grand-chose à ma sexualité. Ça va maintenant, hein, avec ça. Avec ça, moi, j'irais plutôt ça. Je te connais bien, hein. Quand t'as chopé le morceau, hein, tu le lâches pas, hein. Alors là, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez, vas-y, continue. Mais ça, je vais te dire, hein, même au début, quand ça allait pas trop mal entre nous, c'est quelque chose que j'aimais pas chez toi. Ah bon? Parce qu'au début, ça allait pas trop mal entre nous? Pas trop mal entre... Tu te souvenais plus que tu étais fou de moi? Peut-être. Que tu criais sur tous les toits que j'étais la 8e merveille du monde? Peut-être. Matin, midi et soir, jour et nuit, c'est qui m'appelait ma zabounette? C'était pas toi? Oui, peut-être. Arrête avec tes peut-être. T'as fait un pari? Tu touches quelque chose chaque fois que tu le dis? Je trouve ça un tout petit peu pervers, au moment où on est en train de se séparer, d'aller me ressortir ma zabounette, c'est tout. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le lit? Pardon? Le lit, qui le prend? Que je te dise, prends-le, le lit. Avec plaisir, je te donne le lit. De toute façon, pour les souvenirs que j'ai dedans. Alors évidemment, je prends l'étape de nuit, les lampes de chevet, enfin bon, tout ce qui va avec, quoi. Bien sûr, tout ce qui va avec. Des cols de papier peint, tant que tu es. Ben, si je pouvais, je me gênais pas. Je me suis fait chier pour le poser. Hein. Et le chien? Quoi, le chien? Mais comment on fait pour le chien? Ben, le chien, il est mort. On va pas le déterrer. Oh, ce chien. Chaque fois que j'apprends qu'il est mort, je pleure. Peut-être mieux pour lui qu'il soit mort. Hein. Je sais pas comment il aurait vécu, notre toutouille, de nous voir là, en train de scier les meubles en deux. Là. Bon, bah, moi, je sais comment il aurait fait. Il aurait mis sa petite queue sur sa tête, comme ça. Tu sais comment il faisait quand il était pas content? Ça te dérange pas si je pense à Corbeil? Moi, j'ai toujours son poète-poète dans mon sac. Parfois, je le lance et je vais le chercher moi-même. Formidable.
ça va pas s'arranger. Hein. Ils ont une domestique, évidemment, qui s'appelle Maria. Maria, à qui ils font des confidences et qui n'arrivent voilà. pas à choisir son camp. Ils occupent le plateau chacun à leur tour. À chaque fois, le décor déterminera qu'on est chez elle pour Isabelle et chez lui pour Martin. Isabelle. Mais qu'est-ce qui se passe, Maria? Pourquoi vous pleurez? Quoi, le kangourou? Vous pleurez à cause d'un kangourou? Ah, vous avez retrouvé un slip de mon mari, enfin de mon ex-mari, et ça vous rappelle avant. Mais vous êtes trop sensible, Maria. Écoutez, vous ne pouvez pas pleurer comme ça à cause d'un slip. Bah, il l'aura oublié dans le déménagement. Vous les rendrez jeudi. Mais oui, quand vous irez chez lui. Et puis non, d'ailleurs, vous n'allez pas lui rendre. Vous allez le garder pour faire la poussière, voilà. Ça y est, ça va mieux, c'est fini, mouchez-vous. Non, non, pas dans le slip. Puis Maria, essayez de voir le bon côté des choses. Quand je vous dis poussière, il n'y a plus rien à faire. Il a tout piqué, il n'y a plus de meubles. Ça vous fait quand même beaucoup moins de travail. Alors vous voulez que je vous fasse un petit thé? Vous voulez qu'on regarde un film toutes les deux? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Non, non, pas les photos, non, non. On ne ressort pas les photos de mon mariage. Non, vous ne les emportez pas non plus chez vous. Vous les laissez dans mes tiroirs. Bon, Maria, vous ne mouliez pas demain. Ils viennent changer les serrures. Parce que, à nouvelle vie, nouvelle serrure. Comment ça se fait que vous êtes élégante comme ça aujourd'hui, Maria? Hein? En quel honneur, cette nouvelle robe? C'est l'anniversaire de votre mari? Ah bah, vous auriez dû me le dire, je lui aurais acheté un petit quelque chose. Bon, vous pouvez partir plus tôt si vous voulez. Hein, et puis, embrassez-le bien pour moi. Bon, vous savez quoi, Maria? Offrez-lui le slip de ma part. Si, ça me fait plaisir. Martin, il entre, un soutien-gorge à la main. Maria, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Vous pensez que je vais faire quoi avec? Mais bien sûr que c'est pas à moi, merci. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie, mais pas à ce point-là quand même. Ah, je sais à qui il est. Le problème, c'est que c'est le 4e que je retrouve ici en une semaine. Il y a quand même un truc bizarre qui se passe ici. Je trouve de plus en plus de soutien-gorge et de moins en moins de slip. Mon slip kangourou, par exemple, il est où? Oh non, vous vous rendez compte, Maria? Non. Bah moi, tout d'un coup, j'ai l'impression de lustrer ces meubles avec une partie de moi. Pas n'importe laquelle, en plus. Il mime ses fesses en train de faire la poussière. Ben, je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez les vôtres, hein. Oui, ça ira peut-être plus vite, en plus. Non, aujourd'hui, vous ne faites pas la chambre, il y a quelqu'un. Mais non, c'est pas ma femme, non. Ben, c'est pas ma mère non plus. Prenez l'habitude de dire ex. Non, c'est pas mon ex-mère, mon ex-femme. Ma mère, je la garde. Non, écoutez, non, Maria, non, ne commencez pas à pleurer. Tout le monde s'en sort bien dans cette histoire. Il n'y a que vous qui bloquez le divorce. C'est pas normal quand même. Maria, je veux pas... Pardon. Maria, je veux plus que vous occupiez de mon ménage. Et de mon couple, Maria. Le ménage, continuez à le faire. Vous pensez bien, on m'a apporté le courrier qui arrive chez là-bas. Oui, vous faites suivre. Vous faites suivre. Pour l'instant, vous me faites bien suivre les promotions de chez Carrefour. Mais en attendant, j'ai plus de nouvelles de mes amis. Vers la chambre. J'arrive, mon bébé. Maria, vous voulez bien passer l'aspirateur, hein? Ça m'arrangerait. Isabelle entre en épluchant du courrier. Bon, Maria, il y a encore du courrier de l'autre qui arrive chez moi. Ben, l'autre, c'est monsieur, Maria. Enfin, mon ex-monsieur. Oui, alors celle-là, vous lui donnerez, je l'ai lu. Celle-là, vous lui donnerez, je l'ai lu. Non, celle-là, vous ne la lui donnerez pas, je ne l'ai pas lu. Oui, non, c'est pas bien. Bon, ça va, Maria, hein, c'est pas si grave. Mais non, j'irai pas en enfer. Au pire, j'irai à la papeterie d'à côté acheter une autre enveloppe. J'irai pas en enfer, non. Et puis en plus, je la connais, cette écriture. Ça vous dit rien à vous, Maria? Non? C'est pas sa mère? Elle sait pas écrire. Elle sait très bien compter, mais elle ne sait pas écrire. Mais non, c'est pas les impôts non plus. Mais Maria, écoutez, réfléchissez 2 secondes. Les impôts n'écrivent pas à la main. Ils mettent rarement des petits cœurs autour du nom. C'est l'écriture d'un enfant, ça, comme l'écriture d'une petite fille. Si ça se trouve, c'est sa nièce. Allez, je l'ouvre, je suis sûr que c'est sa nièce. Retournez-vous, Maria, si ça vous gêne tant que ça. Oui, arrête de lire mon courrier, Martin. Oh, le salaud. Oh, le salaud. Bon, Maria, vous pouvez vous retourner? Non, c'était pas sa nièce, c'était lui. Oh, le salaud. Mais vous vous rendez compte comme il est vicieux d'aller s'écrire une lettre avec des petits cœurs en imaginant que je vais ouvrir son courrier? Oui, il se trouve que c'est ce que j'ai fait. Oui, mais c'est pour dire. Mais vous avez quoi, Maria? Je dis que vous lui rendrez tout et vous lui direz de ma part que c'est plus la peine qu'il se crève, que c'est la dernière fois que j'ouvre son courrier. Voilà, c'est tout ce qu'il a gagné. Alors, il y a 2 lettres formidables que je vais demander à Pierre de bien vouloir nous lire, qui sont l'une d'elle et une... Dans Ils se sont aimés? Oui.
il y a 2 lettres. Oui, oui, parfaitement. Il y a la lettre d'Isabelle qui est à la page l'aimez, ce 22. spectacle. Et puis, il y a la lettre du mari, enfin de l'ex-mari, qui est à la page 30. Voilà. Ah oui. Alors, la lettre d'Isabelle et après la lettre de Martin. C'est assez gratiné, vous allez voir. Alors, donc ça va pas très bien entre eux. Hein. On peut dire ça. Martin, je sais que depuis quelques mois, nous n'entretenons pas de très bons rapports, puisque nous n'entretenons pas de rapport du tout. Mais la situation actuelle m'oblige à prendre la plume. Jusqu'à l'année dernière, nous étions mariés, peut-être t'en souviens-tu. Noël tombait le 25 décembre, et nous avions l'habitude de déjeuner chez mes parents. Mes parents que tu surnommais, non sans humour, les Thénardier. J'en ris encore. Peut-être de la Prange, mais à Lyon où ils habitent, le temps passe aussi. Mes parents deviennent très vieux et aujourd'hui, le seul loisir est d'écouter la pendule au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Leur plus grand bonheur serait de passer ce Noël, peut-être leur dernier Noël, avec nous deux. Je comprendrai que tu refuses, auquel cas la dinde fera le 4e, pour fêter ce Noël que plus que jamais, sans le sapin. Veux-tu agréer, Martin, l'expression de ma respectueuse salutation. 6 juin, un billet TGV Paris-Lyon seconde fumeur, puisque je sais par Maria que tu refumes. Et lui. Parce qu'entre-temps, il faut savoir qu'ils sont allés chez les parents, ils sont divorcés, mais ils ne l'ont pas dit aux parents. Donc ils ont dû faire croire qu'ils étaient mariés. Et là, en retour, je lui écris une lettre. Isabelle, je tenais à te remercier pour ce Noël inoubliable. J'ai pu en effet constater que tes parents n'allaient pas très bien. Mais à mon avis, tu vas encore moins bien qu'eux. Bravo pour cette mise en scène ridicule, notamment le final avec le petit Cambodgien. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais t'en laisser la garde. Ça m'arrache le cœur, évidemment, mais en même temps, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y attacher. J'ai bien sûr prévenu ma mère que cet été, tu passais tes vacances chez elle à Melun. Je te demanderai de ne pas lui dire que nous avons été mariés. Elle ne le sait pas. J'ai toujours eu peur de sa réaction. Cette fois-ci, tu as vraiment dépassé les bornes. Alors, bien sûr, nous allons continuer à nous voir. Mais je te propose une coupure de 10 ans. C'est ce qu'il va me falloir au minimum pour digérer ce Noël de merde. Veux-tu agréer l'expression Isabelle qui dit « va te faire foutre ». 6 juin, un billet d'avion Paris-Antarctique, en soute, fumeur, puisque je sais par Maria que tu ne fumes pas. Ça, c'était le 2e volet, et il en est un 3e. Vous vous en souvenez, qui s'appelle Il se re-aime, qui a été créé au Casino de Paris, dans une mise en scène d'Alex Lutz, d'ailleurs. Je peux choisir le texte de celui-là? Ouais. Ouais. Non? Ouais. C'est une série de sketchs encore, mais vraiment, il en est un ou deux que je trouve vraiment particulièrement réussis, et notamment l'histoire de l'enterrement du père. Ça vous dit pas, l'enterrement du père? Si, c'est celui-là. Ah ben voilà. Oui. Je l'ai. L'enterrement du père, oui, c'est un des 2 réussis du spectacle. Bon, il y en a 3. Hein. Non, c'est plus court. Dans l'enterrement du père, c'est un vrai caractère de la Bruyère, ça. Donc on revient de l'enterrement du père de Michel Larocque. Et moi je fais... Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis assez fier de moi. Elle pleure, elle fait... Pardon? Fier? Oui, mon discours au cimetière pour ton père. Je crois que je l'ai pas raté, hein? Ah oui. Tu as été très bien, chérie. Je crois, hein? Oui, je suis sûr que papa aurait été très heureux de ce que tu as dit sur lui. Écoute, les gens étaient ravis, j'ai l'impression. Enfin, de mon discours. Je l'ai vu dans leurs yeux. J'ai eu plein de compliments. Ce que vous avez dit, c'était... Vraiment, ce que vous avez dit, c'était... Là, votre discours. Tant mieux, chérie.
Je crois même que c'est la première fois que j'en ai autant. Autant de compliments. Ah, bah moi, tu vois, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de chagrin. Ah, bah ça nous fait 2 premières fois tous les 2 en même temps. Ah, c'est drôle. Enfin, bon. Non, bien sûr, les gens étaient tristes, hein, mais je crois que mon discours a donné un vrai coup de fouet à la cérémonie. Peut-être, oui. Ah non, pas peut-être. Les gens étaient clairement contents. Chérie, t'as pas aimé ce que j'ai dit? Tu sais, chérie, j'étais peut-être pas la meilleure spectatrice parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même un peu dans mon chagrin. Oui, je comprends, mais moi, j'étais très en forme. J'ai dit des trucs très chouettes, très subtils. J'ai su être pudique, pertinent, drôle parfois, mais élégant surtout. Ah, j'avais une patate, j'ai fait un truc formidable. Parce que c'était pas facile, hein. T'as plein de gens qui pleurent, faut capter l'attention, faut pas se laisser déconcentrer par les petits bruits. Ils ont voulu bouger les cercueils, j'avais pas fini. Ta mère qui fait un drôle de bruit quand elle se mouche. Elle m'a fait rater un effet d'ailleurs. Mais j'ai pas lâché, j'ai été génial. Les gens, je les tenais, je sentais que je pouvais les amener où je voulais. Tu vois, c'est même dommage que ce soit tombé le jour de la mort de ton père, ce discours. Parce que je sentais que je rendais les gens heureux. Et du coup, ça gâchait un peu du coup. Et ça gâchait un peu du coup. Un peu. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu t'entends? Quoi? Tu regrettes que mon père soit mort parce que ça a gâché ton discours? Bah, avoue qu'il y avait une différence d'énergie entre lui et moi. Moi, j'étais chaud, chaud, chaud et lui. Et tu vois, j'avais le trac ce matin et c'est complètement parti quand j'ai vu le corbillard. Bon, on va aller faire un petit tour en Afrique, là, avec les mêmes. Ah oui. Non, ça, on peut pas manquer ça. Et encore, l'Afrique, c'est proche à côté de la destination qui suit. Là, il était un peu fou, oui. Bon, là, oui, l'Afrique. C'est les mêmes, les circonstances ont changé. 3e spectacle, on a décidé de mettre nos couples vivre des aventures extraordinaires pour essayer de se rabibocher. Alors là, vous. Alors oui, moi je suis sur scène et elle, on la voit pas encore. Elle fait, chérie, attends-moi. Mais je suis pas trop rassuré là. C'est toi qui as la machette ou c'est moi? Pourquoi? Ben je suis bloqué là, je peux plus avancer. Tu peux venir m'aider? Ah. Mais pourquoi tu me suis pas? Si tu marches dans mes pas, tu ne risques rien. Oui, mais j'ai voulu prendre une liane, du coup je suis tout emmêlé. Eh ben prends la machette. Ah, c'est moi qui l'ai? Oui, c'est toi qui as le sac, donc c'est toi qui as tout. Il est lourd d'ailleurs ce sac, tu sais. Moi je veux bien que tu le prennes maintenant, hein. Ah bah faudrait savoir, t'as toujours besoin de quelque chose dans ce sac. Un coup d'eau, un coup de Kleenex, un coup d'aspirine. Oui, mais c'est pas un sac à main, c'est un sac à dos. C'est lourd, c'est trop lourd. C'est à l'homme de porter. Dans la jungle, c'est à l'homme de porter le sac. Ah bon, tu tiens ça d'où? C'est la loi de la jungle. Ah, ça y est, je me suis libéré, j'arrive. Tiens, prends-le. Mais c'est vrai qu'il pèse une tonne, qu'est-ce que t'as foutu dedans? Je sais pas, bah, tu sais, une fois qu'on a mis le réchaud, les petits tabourets, il n'y a plus de place, hein. T'as pris un réchaud et 2 tabourets? 3 au cas où on aura un invité. Mais on n'est pas au camping de Palavas. On est en pleine brousse. On vient de se faire larguer en hélico au milieu de l'Afrique, toi, noir. Toi, t'as bourré le sac de gadgets. Le réchaud, un gadget. Et comment tu veux faire cuire le gibier, toi? Et toi, comment tu veux l'attraper, le gibier? Parce que moi, dans un premier temps, je misais surtout sur des fruits. Ah non, moi, trop de fruits, je peux pas, ça me... Oh, bah, fais ton menu, je vais m'occuper du reste. Écoute, je sais que dans la jungle, il y a beaucoup d'oiseaux, de poissons, tout à fait délicieux, et des épices aussi. Oui, t'as vu quelle version de Tarzan, toi? T'as pas besoin de voir un film pour savoir. Je me suis juste documenté. C'est minimum, je crois, avant de partir. Là, je sais qu'on est dans une région un peu hostile, peuplée d'animaux sauvages et semi-sauvages, avec un climat tempéré et risque de pluie en fin de journée.
T'as pris un parapluie? Non, pas la peine, on peut prendre des feuilles de bananier. Mais dis donc, une vraie petite femme d'intérieur. Moi, Jane, 3 Tarzan. Pour l'instant. Ah, écoute, tu m'as pas beaucoup impressionné et moi, je crois que j'ai pris un petit peu d'avance. Ok, Jane. Qu'est-ce que tu appelles des animaux semi-sauvages? Eh bien, ce sont des animaux sauvages, mais qui ont l'air sympathiques, a priori. Ah bon? Comme les singes, tu vois, les toucans, certaines panthères. Mais par exemple, pas le rhinocéros. Lui, il est pas complètement, lui, il est complètement sauvage, lui. La girafe est sympathique. La hyène, pas du tout. Le zèbre est sympathique. Le vautour, pas du tout. Les gazelles, oui, bon, ça va, on avance. Ils vont même aller jusque sur la Lune. Oui. Mais ça, vous le découvrirez une autre fois. Alors, comment s'est instrumentée cette idée de rassembler tout ça en un nouveau spectacle, en plusieurs versions d'ailleurs, qui s'appelle « Il s'aime depuis 20 ans », dans lequel vous vous retrouvez avec Michel Larocque et avec Muriel Robin, et dans lequel vous imaginez d'ailleurs une version masculine, une version féminine, et une autre qui est les deux à la fois. Racontez-nous ça, parce que le processus est assez étrange et rare. Parce qu'en 2016, Michel Larocque se rend compte que ça fait 20 ans qu'on a joué le premier Il s'aime. Elle dit, il faut faire un anniversaire. Moi, je dis, oh non, je n'ai pas envie de rejouer, je n'ai pas envie de... Et elle veut absolument m'avoir. Donc, comme elle est très rusée, elle me dit, je sais ce qu'on va faire. On va demander à Muriel de jouer avec nous. Et là, elle a eu l'idée assez géniale de faire un coup moi avec Michel Larocque, un coup moi avec Muriel Robin, et un coup Muriel Robin avec Michel Larocque en couple lesbien. Et c'est parti comme ça. Vous l'avez joué en alternance? En alternance, c'est ça. Un jour sur 3, ça a changé. Et France 2 a eu l'audace de diffuser, il devait en choisir un sur les 3, de diffuser le spectacle sur le couple lesbien. C'était très audacieux et très payant. Entre nous, pourquoi c'est tellement audacieux? Parce que c'était il y a 2-3 ans, ça. C'était en 2016 à l'Olympia, si je me souviens bien. Une heure de grande écoute sur France 2, de vouloir faire rire et de rassembler la famille autour de deux femmes qui s'aiment. C'est audacieux. C'était une première, vous croyez? Je parle pas... non, sur l'homosexualité féminine, en plus, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui ont été faites. Non, je trouve ça audacieux. Mais si vous trouvez qu'il n'y a plus aucun problème avec l'homosexualité en France... Non, c'est vous qui parlez là. On parle de l'homosexualité féminine, effectivement. Bon, enfin, il y a certainement eu des précédents, peut-être pas aussi affirmés que dans ce cas-là. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cette façon que vous avez eue d'articuler les différents moments, les différents sketchs des 3 spectacles, de manière à ce que vous soyez en quelque sorte à part égale dans tout ça. D'ailleurs, dans le manuscrit qui est là, figure la répartition par catégorie, par spectacle. Et c'est vachement... On voit que c'est pas le fait du hasard, tout ça. C'est très équilibré. Oui, c'était vraiment un truc à 3. C'était vraiment pour se retrouver. Mais on ne jouait pas pareil. Jouer avec Muriel, c'est pas pareil que jouer avec Michel. Pourquoi? En quelle façon vous étiez plus complice de Muriel que de Michel? Parce que Muriel est quelqu'un qui tient les rênes. C'est elle qui... Et moi, dans mon couple avec Michel Larocque, c'est moi le macho, faut pas m'emmerder. Et avec Muriel, il fallait que je fasse des fois des signes pour qu'elle soit pas trop dominante. Parce qu'autrement, moi, je ne pouvais pas être macho devant une dominante. Donc, je faisais des clins d'œil comme ça. Et hop, elle se radoucissait. Pierre et Fils. Pierre et Fils que j'ai un peu hâtivement mis ici. Pierre et Fils, c'est une toute autre inspiration. Ça. Ah oui, c'est un de mes plus beaux souvenirs. L'autre Pierre, c'est Pierre Richard. Évidemment, je pense que beaucoup s'en souviennent. C'est une pièce que vous écrivez avec Christophe Duturon, créée aux Variétés en septembre 2006. Et là, il faut que vous nous racontiez cette rencontre avec Pierre Richard et cette histoire d'un père et d'un fils, comme le titre de la pièce le laisse à penser. Tout à fait. Je commence à être en forme, je commence à avoir envie d'écrire des œuvres longues et des pièces de théâtre. Et j'ai envie de jouer avec mes idoles. De toute façon, je passe ma vie à essayer de côtoyer mes idoles et de travailler avec elles. Depuis Maillan.
depuis Maillan, depuis Sylvie Joly, depuis Muriel Robin, depuis Guy Bedos. Et là, Pierre Richard, qui est l'idole de mon enfance, je l'invite à déjeuner. Je lui dis, est-ce que tu voudrais jouer une pièce avec moi? Et il me dit oui. Il me dit oui, il faut que je te présente un co-auteur que j'adore, qui est Christophe Duturon. Essayez de me trouver une pièce. Et il était tout trouvé parce que Pierre est un vieil enfant farfelu. Moi, je suis plutôt psychorigide. Donc tout d'un coup, c'était mon vieux père qui m'avait abandonné quand j'étais très jeune, qui redéboulait dans la famille, pensant qu'il était attendu comme le Messie. Et il fout un bordel monstre dans ma nouvelle famille, où je suis avec ma femme, et on l'apprendra un petit peu plus tard, aussi avec mon employé masculin, puisque je suis bisexuel dans la pièce. Là. Et je me suis payé le luxe, d'ailleurs, je m'en rendrai compte, puisque j'avoue dans la pièce à Pierre Richard que je suis homosexuel. Et 3 ans plus tard, je me dis, putain Pierre, tu te rends compte, ton père est mort à 8 ans, et tu t'es payé le luxe sur scène de dire à ton père que tu étais homosexuel. Voilà, tu as fait la scène que tu n'auras jamais. Tu l'as fait avec Pierre Richard. Et là, vous écrivez tout seul? Non, avec Duturon. Non, bien sûr, mais comment ça se passe par rapport à la collaboration avec Muriel Robin? Ça n'a rien à voir, j'imagine. Mais... Christophe, c'est vraiment... On se marre tous les deux, c'est une phrase. 50-50 d'ailleurs. Lui connaît très bien Pierre Richard, je connais très bien ma partition. C'est vraiment un quatre-mains. Un quatre-mains. C'est vraiment beaucoup amusé. La pièce, au début, il y a eu un hiatus. Il pensait que Pierre Richard, Pierre Palmade, on allait se poiler, alors que c'était une pièce tendre. Donc on a mis du temps à trouver le bon public. Et puis après, c'est venu. Oui, la tonalité est peut-être plus grave que dans vos précédents travaux. Mais enfin, si on s'en réfère à la première scène au supermarché, on reste quand même dans un registre franchement comique. Ah oui? Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est vrai. Alors, moi je suis directeur d'un supermarché. Hein. Je fais... Julien, vous pouvez faire rentrer l'homme que vous avez appréhendé, s'il vous plaît? Merci. Pierre Richard arrive. Je fais bonjour monsieur. Pierre Richard, bonjour monsieur le proviseur. Je suis directeur de ce supermarché, pas proviseur. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Moi, je ne vous cache pas que cette situation est très embarrassante, lui. Je ne vous cache pas que j'en suis conscient. Il veut s'asseoir sur le mauvais fauteuil. Je fais non. Ah si, j'en suis conscient. Non, vous êtes dans mon fauteuil, là. Là, je vous reçois dans mon bureau, donc si vous pouviez vous asseoir là. Ce qui vous fait plaisir, dit Pierre Richard. Vous venez d'essayer de voler un sécateur, 5 tranches de jambon mi-cuit et une robe de printemps au nez et à la barbe d'une de mes caissières, en l'occurrence Solange. Pierre Richard rit. Ça vous amuse? Excusez-moi, mais je n'avais pas remarqué la barbe de Solange. Ce qui est insensé, c'est que vous avez fait ça avec un manque de discrétion hallucinant. Je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Vous avez tout mis dans un sac à dos, sans même prendre la peine d'acheter quelque chose d'autre, c'est énorme. En même temps, dit Pierre Richard, si j'avais mis la robe et que j'avais fait semblant d'avoir cueilli 5 tranches de jambon, je ne sais pas si j'aurais été plus discret. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris, monsieur? Vous n'avez rien à voyou. Vous, Pierre Richard, vous voulez dire que je ne suis ni jeune ni arabe? Qu'est-ce que vous insinuez? Des choses pas très jolies. Mais je parlais ni de jeune ni d'arabe. Je vous interdis de me traiter de raciste. Bon, alors oublions les arabes. C'est mon âge qui vous gêne? Ah, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de voir des ados dans ce bureau et moins des vieux. Des gens de votre âge. Alors ça, c'est incroyable. On rêve, Pierre Richard. Ça me tue les idées reçues. Les jeunes, ça s'amuse, les vieux, ça tricote. Les jeunes, ça voyage, les vieux, ça jardine. Les jeunes, ça baise, les vieux, ça se chie dessus. Et allez, en avant les clichés. Et pourquoi à mon âge, on n'aurait pas le droit de voler, monsieur le directeur? Hein? Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas le droit de voler tout court. La réponse est pas mal. Bon, vous n'avez plus besoin de moi? Mais si! Enfin, c'est pas du tout le genre de réaction qu'il faut avoir, monsieur.
Je ne peux pas vous laisser partir comme ça, on a des choses à se dire. Si vous le dites, je vous écoute. Asseyez-vous. Pardon. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est le lien entre la robe, le sécateur et les tranches de jambon. Le lien, Pierre Richard. Ah, vous voulez un lien? Ah, il veut un lien. Et bien, le lien, ça tombe sous le sens, c'est que tout était dans le même magasin. Je me voyais mal faire le printemps en Corée dans une quincaillerie et ensuite aller chez le boucher. Merci, ça m'aurait pris la journée. Non, là, comment on a tout sous la main, c'est diablement pratique. D'accord, ça c'est ce que vous comptez dire au juge. Mais n'allez pas emmerder un juge pour ça. Dites-moi entre nous, hein? Est-ce que je voulais pas un peu égayer votre journée, hein? Parce que c'est un peu tristouné chez vous, hein? On va faire un peu de télévision avec Fugueuse. Théâtre, télévision. Comment? Théâtre, télévision, oui. Fugueuse, donc, de Pierre Palmade et de nouveau Christophe Duturon, ça vous étiez très bien entendu. Et c'est quelque chose qui vous a été commandé par France 2, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est une pièce qu'on a voulu écrire, oui. Lynn Renaud et Muriel Robin. Alors, et quand ils en ont eu vent, ils ont pensé à la télévision. Lynn Renaud, c'est la même chose? C'est une admiration ancienne qui tout d'un coup vous inspire? Non, pas vraiment. C'est une amie qui m'a dit écris-moi une pièce. Et elle m'épate, mais c'est pas, je suis pas artistiquement admiratif de Lynn Renaud, pardon Lynn. Mais j'avais envie de lui écrire une pièce. Oui. Et puis surtout, avec Christophe Duturon, on avait envie de recommencer l'aventure à deux. Oui. Alors c'est une pièce à deux personnages, deux femmes, qui a été diffusée en 2007, si mes souvenirs sont bons, qui a été un succès d'audience historique. Oui, 8 millions de spectateurs. Oui, c'est colossal. Alors là encore, c'est la situation de départ qui est surprenante et il faut le dire, de très grande force comique. Bon, je vais vous soulager un peu, je vais lire le début de Fugueuse. La première partie s'appelle La Nationale. Une route de nuit, Margot est assise sur un des gros sacs qui l'accompagnent. Un bruit de voiture, elle se lève, tend le pouce, regarde passer le véhicule et se rassoit. Margot guette vers l'avant-scène, elle ne voit pas apparaître Claude derrière elle. Claude constate la présence de Margot sans vraiment en faire cas, elle se place tout naturellement un peu en amont sur le bord de la route. Margot est un peu sidérée, elle se lève, enfile son gros sac à dos, empoigne ses deux valises et reprend ses légitimes premières places. Claude, elle, n'a qu'une petite trousse à la main, elle peut insensiblement se rapprocher, mine de rien, et reprendre sa place. Margot n'en revient pas. Elle va pour redéplacer sa caravane, mais renonce et engage plutôt la conversation. En fait, vous vous dites, tiens, je vais me mettre devant elle, comme ça, si une voiture s'arrête, c'est moi qui monterai dedans. Ben oui. Et ça vous dérange pas que je sois là? Oh non. Non, mais que je sois là depuis plus longtemps que vous, je veux dire. Ah, vous faites du stop? Non, je vends des valises. À 3h du matin sur une nationale, je me suis dit que je pouvais faire du chiffre. Ah bon, c'est original. Mais c'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop. Et la première voiture qui va s'arrêter, elle est pour moi. Oh là là, ma petite fille, je veux pas gâcher le début de vos vacances, mais moi, il faut vraiment que je parte, là, maintenant et tout de suite. Mais je pars pas en vacances. Moi aussi, je pars, là, maintenant, tout de suite. Bon, peut-être. Mais moi, c'est une urgence. Moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendu. Ben moi, je suis poursuivi. Ah bon? Et par qui? Eh ben, par les gens qui m'attendent. N'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Parce qu'à force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont me poursuivre. Et puis, j'ai pas à me justifier. Ma petite fille, je joue ma vie, là. Vous jouez votre vie. Vous jouez. Mais moi, je joue pas. C'est sérieux. Et moi, c'est grave. Mais moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Mais moi aussi, je suis en danger. Oui, mais moi, je suis une femme seule, au bord de la route, en pleine nuit. Bataille. Pas bataille. Je suis une proie. Vous, c'est pas pareil. Et pourquoi ça serait pas pareil? Parce que vous êtes âgé, vous risquez rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, enfin, ne me forcez pas à être désagréable. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de vous forcer, vous y arrivez très bien toute seule. Toute seule, qui c'est qui déboule sur ma nationale pendant que je suis tranquillement en train de faire du stop? Parce que j'étais tranquillement en train de faire du stop. Et oui, parce que toute seule, j'étais tranquille. Toute seule, je suis désagréable avec personne, moi. Tout va très bien. Eh bien, si tout va très bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Profitez-en de votre nationale. Moi, je fais que passer, hein. Je saute dans la première voiture et je vous laisse.
Mais elle est démente. Et moi, je ne sais même pas pourquoi je vous parle. J'étais là en premier. Voilà, point. Non, pas point. Vous étiez là en premier, virgule, tranquille, et je suis arrivé, pas tranquille du tout, dans l'urgence de trouver une bagnole. Ma bagnole. Sa bagnole. Oui, ma bagnole. Non, ma bagnole. Oui, c'est ce que je dis, ma bagnole. Une voiture passe à grande vitesse. Oh, ma bagnole. Eh ben voilà, elle est passée, votre bagnole. La prochaine, c'est la mienne. Claude s'assoit tout naturellement sur les sacs de Margot. Margot se ferme, serre les dents. Ah, c'est ce qu'on va voir. Elle récupère ses bagages. Pardon? Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous parle pas à vous. Margot pose fièrement le pied sur son sac comme un chasseur de safari. Ah bravo, grande idée. Vous n'avez rien trouvé de mieux? Bah, vous avez raison. Je peux faire mieux encore. Elle ouvre son imperméable et laisse découvrir sa robe de soirée. Ah d'accord. Ah, bah j'avais pas compris. Pas compris quoi? Bah bien sûr, suis-je bête. Non mais pas compris quoi? Bah vous êtes là pour travailler. Mais elle me traite de pute. Je vous traite pas. J'ai beaucoup de respect pour ces professions. Et puis il va s'en passer des choses. Attends, c'est très bien dialogué. Je fais un saut de 2 secondes. Très bien. Et oui, ben voilà. Les vases communicants. Bon, oh là là, oui, il est... Enfin, j'allais dire, on a presque fini. Pas tout à fait, on va dire. Mais il va falloir élaguer parce qu'on va dépasser le temps qui nous est imparti. Je suis pas sûr que ça vous dérange tant que ça, qu'on dépasse le temps imparti, à vrai dire. Quel talent! Bravo! Fugueuse. Eh oui, Fugueuse. Ça aura une suite à la télévision, on va y venir, mais comme j'essaie de suivre l'ordre chronologique... Une suite? Oui, enfin un autre. Il y aura le Grand Restaurant, qui est une autre expérience de Ah oui, télévision. oui, c'est ça que je veux oui, dire. oui, oui. Le comique, mise en scène toujours de luxe, au Théâtre Fontaine en octobre 2008. C'est un texte très autobiographique, le comique. C'est un tournant même dans ma vie et dans ma carrière. Dans l'œuvre? Oui. Ah oui, il faut qu'on s'y arrête. Parce que je commençais à avoir une troupe et puis je fais mes petits sketchs bourgeois. Je suis bien élevé. Les gens disent oh là là, c'est le petit prince de l'humour. Et puis parallèlement la nuit, je vais faire le con, je vais boire, je vais me droguer, je vais faire l'idiot. Et donc il y a des gens qui savent que je suis un dépravé la nuit et un petit bourgeois très chic le jour. J'en avais marre d'avoir ce double regard. Quand je marchais dans la rue, un coup j'avais quelqu'un qui me souriait et un coup j'avais quelqu'un qui faisait ouais, je sais moi. Donc vraiment j'en avais marre. Et j'ai dit bah tant pis, je vais écrire une pièce où je vais la raconter cette double vie. Voilà, parce que j'en ai marre de ce double regard, voilà. Et puis qui mieux que moi pour dire du mal de moi? Donc j'ai écrit une pièce sur un humoriste alcoolique, j'ai pas mis de drogue dedans, qui drague les jeunes mecs et qui n'a pas le temps d'écrire son prochain spectacle et qui angoisse tout son entourage. Et je traite de plein de choses, de l'alcoolisme bien sûr, des conquêtes incessantes amoureuses, surtout quand on fait un déni d'âge à 40 ans et qu'on préfère les gens plus jeunes. Je traite de l'humour, c'était l'arrivée du stand-up. Je traite de l'entourage qui s'inquiète pour un humoriste. Et je traite de l'homosexualité que j'ai très mal vécu pendant très longtemps. Et voilà. Je n'ai pas aimé mon homosexualité. Parce que la société n'aimait pas l'homosexualité. Et je l'ai cru. Et j'écris. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que cette pièce, je me suis dit, oh là là, elle est tellement trash, tellement crue, tellement personnelle, tant pis, je vais me couper du public populaire. Et ben non, c'est eu l'effet inverse. Elle était tellement sincère qu'elle a plu vraiment
à un public, au public populaire. Parce que je crois que les gens, c'est pas ce qu'on leur dit qui peut les choquer, qui peut les intéresser. Ce qui les intéresse, c'est savoir si on est honnête. Et là, franchement, j'étais tout nu quoi, dans cette pièce. C'est une image. À peine. On lit le début du comique. Le début, il est trash, le début. Ben oui. Mais... c'est peut-être juste avant la mention SACD. C'est la page d'avant, je sais plus. Vous êtes sûr? Ah, vous êtes sûr? Oui. Parce qu'il y a aussi un truc sur le stand-up, mais enfin bon. Il y a un pamphlet sur le stand-up, mais non. Vous voulez... La pièce est assez trash. Hein. Il y a plusieurs passages qui sont quand même crus. Dès que ça parle de cul, hein, j'ai remarqué... chez vous, c'est permanent, donc... Bah si. Ah, bon, histoire de... Hein. Mais c'est pas vrai. Non, pas tout à fait, mais c'est pas complètement faux non plus. Hein. C'est pas vrai, la sexualité est permanente. Ah oui. Mais on peut pas... Non, c'est vrai, c'est ça que je veux dire. Le rapport du père-fils dans ce qu'on vient d'évoquer... Quand on dit Pierre Palmade, on dit « Ah ça, le mec qui parle que de cul ?» Non, on dit pas ça. Mais je dis pas ça non plus. Mais je dis qu'il y a toujours un référent à la sexualité. Mais ça parce qu'elle existe et j'aime bien qu'on le met dans un contexte pas grossier. Ouais. J'aime pas qu'on la masque, la sexualité. Voilà. Je trouve que il y a les vulgaires et les gens qui parlent pas de sexe. Ben non, on peut... Et je vais le lire. Donc je sors au petit matin, foudrage, avec une colère même bizarre. Je dois pas être dans un état normal. Et je hurle par la porte. Et un dernier truc, petit con, n'aie absolument pas peur de me dire bonjour si tu me recroises, tu risques à rien. Je me souviendrai pas de ta gueule. De ton cul à la limite, mais pas de ta gueule. Je la confonds avec celui d'hier ou celui de demain. C'est ça, moi aussi, je t'emmerde. Bonjour, monsieur Godin, vous allez bien? Oui, ça va, bonne forme. Et l'escorte de mes couilles, t'as oublié ton string. C'est ça, oui. Tu veux que je te dise? Ouais, vas-y, ouais. Ouais, bien sûr, je vais juste te donner 600. Connard. Bon, allez, ça va, poubelle, et il ne s'est rien passé. Mais il était aussi court, ce monologue? Ah non, d'accord. Non, voilà. Il y a la page SACD entre les deux, c'est pour ça. Et ça commençait par ça avant. C'est ça, casse-toi, retourne bien dans ta petite vie de merde. Je parle par la fenêtre. Vite, retourne-y. Mais tu croyais quoi? J'avais une gueule à payer pour baiser? Je suis juge, jeune, riche et célèbre, moi. J'ai juste qu'à claquer les doigts, ça fait la queue dehors pour être dans mon lit. 600 € pour cette nuit de merde? Mais tu te prends pour qui, espèce de petite pute? C'est moi qui devrais te faire payer. T'as juste eu la chance de te taper Pierre Mazard cette nuit. Allez, casse-toi. Connard. Et effectivement, j'entends un string et je fais « Ah, et un dernier truc, petit con !» Et c'est là que je lance le string par la fenêtre. Et je lui dis « N'aie pas peur de me dire bonjour si tu me recrois, si tu ne sais rien, je ne me souviendrai pas de toi. » Et après, je dis bonjour à mon concierge, qui a eu un Molière pour une nomination. Et... Ah oui, je peux en lire un autre? Évidemment. Hein? Pourvu qu'il n'y ait pas de cul dedans. Non, mais... Parce que c'était l'époque du stand-up, vous savez. Puis moi, je vivais aussi le fait que j'avais 40 ans et que je vivais mal mon... voilà, le fait que je vieillissais et les jeunes y poussaient derrière avec leur
leur stand-up, c'est-à-dire ils parlent au public, et puis voilà. Je vais même vous le mimer des fois parce que... Et il y a un mec qui vient m'expliquer que j'ai fait mon temps, et que maintenant, c'est parler à des gens, c'est ça que... Et je fais le stand-up, le stand-up, le stand-up. Mais est-ce que vous pouvez me gonfler au stand-up? Vous refilez des vannes, là, le premier qui la sort à gagner. Faut pas du talent pour faire du stand-up, faut de l'arrogance. Vous n'avez pas remarqué? Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, ça c'est le grand truc des stand-uppers. Là. Vous n'avez pas remarqué? C'est toujours quand on allume sa clope que le bus arrive. Ah, 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 ah. Putain, le sens de l'observation qu'il a, le mec. Vous n'avez pas remarqué? C'est toujours quand l'anesthésie commence à faire effet chez le dentiste qu'il commence à vous poser des questions. Oh putain, c'est exactement ça, c'est trop fort. Vous n'avez pas remarqué? Les hommes, on est super différents des femmes. Oh là là, il a trop raison, c'est vrai plein de fois ça. Nous, quand on pisse, on est poli, on se lève. Non, les femmes, elles restent assises. Sauf certains hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tout y est. Un peu de misogynie, un soupçon d'homophobie. Et surtout, alors le grand jeu d'acteur du stand-upper, le seul d'ailleurs, c'est ça. La réponse imparable à la soi-disant bêtise humaine que lui, il a bien observé parce qu'il a 20 ans et qu'il a tout compris. Vous avez vu les distributeurs automatiques, ce qu'ils vous disent? N'oubliez pas de retirer vos billets. Putain, merci de dénoncer ça, t'as raison. Les gens étaient bêtes et on s'en était pas rendu compte avant toi. T'es trop fort, mon gars. C'est pas grave si t'es pas un comédien que tu viennes nous faire chier avec tes brèves de comptoir. Tant que t'as l'air intelligent, tu risques rien. Le stand-up, le stand-up, le stand-up. Après ça, il y a eu le fils du comique. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Non. Ah. Non. C'est parce que dans ma troupe, j'avais 2 femmes extraordinaires. J'avais Camille Cotin et Anne-Elisabeth Blateau, que vous connaissez dans Scène de ménage, qui la rousse. C'était 2 tempéraments formidables. Et je voudrais faire une pièce où je les confronte toutes les 2. Et j'ai dit, tiens, si je reprenais mon personnage du comique, de cet humoriste célèbre, qui a cette fois-ci plus de problème d'alcool, mais cet enfoiré, il va mettre en compétition 2 femmes pour lui faire un enfant, pour savoir laquelle des 2 mérite le plus ses gènes. Sous les yeux effarés de mon petit copain qui trouve ça monstrueux. Et il va y avoir un dîner où chacune va avancer des arguments pour voir laquelle est la plus prête à recevoir ma semence divine. Je ne vais pas vous demander de lire la première scène parce que c'est une scène de sexe. Je sais que ça vous choquerait. Non. Non, ça me résumerait. Non, je suis pas sûr. Non, c'est un élément, mais c'est pas le seul. Moi, je voudrais qu'on finisse sur un texte qui m'a vraiment sidéré. Je peux lire juste bien sûr, avec une joie. dernière phrase dans Le fils du comique. À la fin, oui. À la fin, où je parle à mon petit copain. Ouais. Et voilà. Voilà, je me retrouve accablé parce que j'ai fait du mal à tout le monde. Et mon petit copain me dit, eh oui, faire un enfant avec sa meilleure copine, avec la bénédiction de son mec, ça fait un peu pédé, je te l'accorde. Ça faisait plus hétéro de le faire avec l'actrice, je te comprends. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Si je suis avec toi depuis 8 ans, c'est que j'assume tout, hein. Oui, je te croirais, Jo, tu seras plus gentil avec moi, par exemple. Moi, je suis pas gentil avec toi, hein? Lui, parfois, oui. Mais tu m'en veux quand même beaucoup d'être un garçon. C'est joli. On va dire un mot de Paprika. Et puis je voudrais qu'on finisse avec le Grand Restaurant. Parce que j'ai beaucoup aimé ça, le Grand Restaurant. Puis on va y venir.
Paprika, vous aviez comme interprète une fille formidable, Victoria Abril. Finalement. Finalement, ça devait être qui à l'origine? Amanda Lear. Ah oui. Amanda Lear qui m'a dit écris-moi une pièce, je veux une pièce, écris-moi une pièce. Oui. Et j'ai écrit une pièce pour Amanda Lear. Elle a trouvé ça formidable. Et dès le 5e jour, elle a voulu changer l'âge de tous les personnages, Tiens. dont le sien. Oui. Et j'ai dit non, c'est ma pièce, on ne fera pas. Et j'ai dit, cette pièce ne se jouera pas. Et un jour, mon producteur m'a dit, elle est tellement bien, propose-la à Victoria Abril. Ouais. Victoria Abril a fait des miracles. Oui. Il y a une scène d'ébriété spectaculaire au début aussi. Oui. Hein? Alors, c'est plus difficile à résumer, Paprika. Je voudrais qu'on s'arrête et qu'on termine avec Le Grand Restaurant, nouvelle expérience de télévision pour Pierre Palmade, réalisée comme la précédente d'ailleurs par Gérard Pulicino, et qui, elle, a drainé 5 millions de téléspectateurs à sa diffusion au mois de février, je pense, 2010, quelque chose comme ça à peu près. Déjà, la distribution de ce spectacle est absolument hallucinante. J'explique la genèse. On donne souvent à des humoristes une carte blanche pour qu'ils fassent une soirée. Et j'avais vu les spéciales Foresti, les spéciales, bon, tout le monde prend ses copains. Et je dis, moi si j'ai ma carte blanche, faut que je bluffe tout le monde. Et je dis, je sais ce que je vais faire. Je vais faire le grand restaurant. Je vais être directeur d'un grand restaurant. Et à chaque table, il y aura des stars de cinéma qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas l'habitude de voir en télé, qui vont jouer les sketchs que j'ai écrits. Et ça a été au-delà de mes rêves. Il y avait Depardieu qui jouait avec Boujna, Jean Rochefort, Michel Aumont. Il y avait Yolande Moreau, il y avait 40 stars par... Dussolier, Berléand, oui, c'était incroyable. Arditi. C'était une grande aventure. Et j'ai dirigé ces gens-là. Est-ce que je voudrais que vous lisiez ce sketch, on pouvait en choisir beaucoup d'autres, mais je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Les démons de midi, et les deux personnages principaux, les trois même, ce sont André Dussolier, son épouse Charlotte Rampling et sa maîtresse Claire Kem. Ah, il est compliqué si on ne voit pas les deux autres. Bon, ben, un autre. Il y a celui de Berléand aussi qui est très étonnant, qui est un sketch où il est seul d'ailleurs. Il y a celui de Berléand, ouais. Bien sûr. Il y a aussi le très cruel avec Yolande Moreau et Michel Aumont. Admirable. Mais prenons celui-là, puisque Michel Aumont vient de nous quitter, et que c'est quelqu'un qu'on a tous admiré, respecté, oui. Adoré, immense acteur. Je ne sais plus où il a joué. Oui. Le mauvais espace. Il y a un sommaire au début, si je me souviens bien. Un sommaire au début ? Je crois, oui. Formidable. Effectivement. Vive le sourire, ton échange, se cache le magicien, Gabriel, l'homme seul, pardon. Alex Chantal, excusez-moi, nouvelle meuf. Très bien. Enfin, c'est où ? Partie du chèque, sœur, le veuve, pardon. C'est pas mon vieux. Est-ce que c'est mon vieux ? Je sais plus qui, je ne me souviens pas. Ma nouvelle meuf, c'est possible, pardon. Oui, ça doit être ça. C'est mon vieux. Oui, c'est possible, oui. Je pense. Page 58. J'espère que c'est ça. Voilà. Vous voyez qui c'est, Yolande Moreau. Yolande Moreau qui dîne avec son père, Michel Aumont. Yolande. Tu sais, papa, ça devient long, cette histoire d'héritage. Hein. Lui, oui, je sais, ma chérie. Mais en même temps, j'ai pas très envie de mourir. Je te cache pas, ça me déplaît pas d'en profiter encore un petit peu. Elle, oui, bien sûr, je comprends, mais mets-toi à notre place aussi. T'as plein de fric, on n'en a pas. T'as plus d'âge, on en a plein. Pardon d'être direct, mais ton décès va nous tirer une sacrée épingle du pied. Ah oui.
Lui, je suis désolé de vous mettre dans l'embarras comme ça, mais j'ai une telle santé, moi aussi. Et ça, c'est vrai que ça arrange pas nos affaires. On n'en peut plus d'attendre. Hein. Tu sais que Philippe, il est à 2 doigts de chercher un travail. Hein. Je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes. Pourtant, tu sais le fait que ça va nous rapporter cet héritage. Tu sais, la vie, c'est pas un tour de manège. Tu sais, la vie, c'est un tour de manège. C'est pas 2 ni 3, c'est 1. Et quand le tour est fini, on descend du manège. Lui, l'image est jolie. T'as toujours été doué pour les images. Oui, détourne pas la conversation. Tout ce que je vois, c'est que tu es encore dans ta baraque, tu dépenses ton argent, tu cours encore les filles qui risquent à tout moment de te rapiner, et pendant ce temps, nous, on vieillit. Alors que moi, j'ai l'impression de rajeunir. Arrête, tu me connais des angoisses. Qu'il est bon, ce vin. Il paraît que c'est bon pour les artères. Elle, oui, arrête d'en boire, alors. Et mets plus de beurre dans tes pâtes. Cette serveuse, je la trouve jolie, lui. Et elle, mais c'est pas vrai de penser qu'à ça comme ça, hein, qu'à soi comme ça. Hein. Et puis il dit, tu peux nous faire coup de nous faire un petit dans le dos, hein. Connerie de Viagra. J'ai pas envie de partager la galette avec un inconnu, moi, hein. Lui, il réfléchit, il fait, mais en fait, ma chérie, t'aimerais que je meure, c'est ça? Elle, pas dit comme ça, bien sûr. Disons que j'aimerais bien, on aimerait bien, Philippe et ses enfants, toucher ton héritage. Et donc je meurs. On va pas t'enterrer vivant, sois pas con. Non mais j'essaye de comprendre. Quoique le petit, l'autre jour, nous a demandé si c'était pas possible de t'enterrer vivant. Ah bon? T'as répondu quoi? J'ai répondu non. Je suis pas un monstre. Lui, ça fait longtemps que je les ai pas vus les enfants. Ils me manquent. Tu les verras à ton enterrement. Comme ça, tout le monde sera content. Tu vois, lui, c'est horrible parce que j'aimerais tellement te faire plaisir et en même temps, j'ai ce réflexe égoïste de vouloir encore vivre le plus longtemps possible. Elle, voilà, on parle bien de la même chose, ton égoïsme. Les fleurs, les oiseaux, les tartes aux pommes, c'est dur à quitter tout ça. Elle, mais il y en a plein au paradis, je suis sûre. Tout ça... plein d'amis qui n'attendent qu'un seul truc, c'est que tu les rejoignes. Oui, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup qui respirent. Tu vois, toi aussi, t'as envie de partir. Ça sert à quoi de rester en boîte de nuit après la fermeture? Lui, elles sont belles, tes images. Oui, je m'essouffle, là, papa. Hein. Il y a un jour où je vais durcir le ton et je te paraîtrai nettement moins sympathique. Oh, ça m'étonnerait. Et je peux pas toutes léguer avant ma mort? Si, bien sûr, mais on n'aura pas tout. Tu vas forcément garder des choses. Bon, je te promets que je vais y réfléchir. Bon, je te remercie, mon petit papa. On s'ennuie à mourir dans ce restaurant. Très bien, merci avec toi. Merci beaucoup pour ce spectacle. On peut parler d'un spectacle, je crois. Merci à vous. On va aller boire un verre là-haut. Avec plaisir.